Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de crédit immobilier. Et pour cela, nous recevons Ulrich Morel. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé le réseau de courtage ImoPrêt et pendant 30 minutes, il va répondre à toutes vos questions sur le montage de vos prêts quand on emprunte, quand on est jeune, quand on est marié ou quand on est un peu plus ancien. Et puis aussi, en ce moment, les taux sont bas. Alors, est-ce que c'est le bon moment de renégocier et comment renégocier son crédit? Voilà le type de questions que vous pouvez donc poser tout au long de cette émission. On commence sans plus tarder, si vous voulez bien, par la question de Mo qui nous dit « Est-il vrai qu'un jeune a plus de facilité à obtenir un prêt aidé pour devenir propriétaire qu'une personne à la retraite ?» Alors oui, un jeune par nature aura plus de chances puisque sa situation est évolutive. On sait que dans l'avenir, ses revenus vont faire que progresser. Un retraité, on va analyser un peu différemment le dossier puisqu'on va être sur des durées plus courtes et des profils un peu différents. Ce qui veut dire que quand on est jeune, on peut se permettre des montants plus élevés, alors que quand on va être une personne âgée, on va pouvoir emprunter, mais le montant doit être raisonnable. Voilà. Alors oui, effectivement, un jeune va être sur des durées beaucoup plus longues, il va pouvoir emprunter jusqu'à 25 ans, 30 ans, sans aucune difficulté, qu'une personne effectivement en retraite va être sur des durées plus courtes pour des raisons d'assurance d'emprunt, ni plus ni moins. Alors, on a entendu, vous parliez de 30 ans, c'est des prêts qui sont de moins en moins accordés. On a vu que le Crédit Immobilier de France a eu beaucoup de difficultés justement en accordant ce type de prêt. On peut encore emprunter à 30 ans ? Alors, on peut encore emprunter à 30 ans. Ceci dit passant, en ce moment, c'est pas très intéressant parce que l'écart de taux entre les 25 ans et 30 ans fait que globalement, on n'a pas intérêt à utiliser un 30 ans. On va plus utiliser un 25 ans. Néanmoins, il n'y a pas de difficulté majeure si on veut souscrire un prêt sur 30 ans ou sur 25 ans. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il nous faut des apports impérativement si on est jeune. Il n'y a pas d'obligation d'apport. L'année dernière, on a réalisé plus de 50% de nos dossiers sur les jeunes de moins de 30 ans où il n'y avait pas besoin d'apport de frais de notaire. D'accord. Question de Myriam. Bonjour, mon ami vient d'être propriétaire d'un appartement. Dès que nous serons mariés, nous envisageons la séparation des biens. Il aimerait que je participe au remboursement du prêt sous forme de loyer. Est-ce possible ? Alors, vous pouvez tout à fait, si vous achetez une maison demain, vous êtes en séparation de biens, ça veut dire quoi, séparation de biens? Ça veut dire que chacun, vous pouvez souscrire des prêts de votre côté sans demander l'avis à l'un ou à l'autre. Néanmoins, si vous venez à lui verser un loyer tous les mois, il faut bien que ce loyer, il y ait une trace écrite parce que si jamais il y arrivait quelque chose, que vous veniez à vous séparer, il faudra prouver au notaire que vous avez participé au financement de la résidence principale pour pouvoir prétendre à avoir un revenu, à récupérer l'argent au moment de la vente. D'accord, Voilà. en fait, Voilà. quasiment elle fait une avance Voilà. et à un moment donné, elle la retrouvera Voilà. si jamais... Si jamais il y avait un divorce, parce que c'est dans ces cas-là qu'on fait une séparation de biens. D'accord, voilà. Mais en aucun Voilà. cas, et ce même si, parce que là c'est le cas de Myriam, il est déjà propriétaire du logement. Il est déjà propriétaire du logement, ça pose aucun problème, il faut simplement prouver en fait si jamais il y avait un divorce, qu'elle a bien versé un loyer tous les mois à monsieur concernant ce logement pour pouvoir récupérer entre guillemets les fruits de ce loyer. Et c'est une bonne pratique justement de verser une contribution au prêt que fait le conjoint, ouais. Parce qu'on pourrait aussi se dire un prend en charge le loyer, l'autre va prendre en charge d'autres dépenses du couple. Alors il faut mieux se mettre sur la résidence principale, c'est plus facile de prouver la dépense parce que là on est sur une dépense récurrente que sur les frais de nourriture, sur les frais d'entretien de la maison, c'est un peu plus aléatoire et c'est moins fixe que là si on paye une échéance. Si monsieur paye une échéance de 1 000 € et si elle décide de verser 500 € tous les mois, c'est clair, il y a une vraie lisibilité en fait. D'accord. Voilà. Question de Vincent. Bonjour, nous avons fait construire et habitons notre maison depuis 2 mois. Nous avons découpé notre emprunt en 3 prêts lissés. Alors, c'est des montages qui permettent, vous pourrez peut-être nous l'expliquer. Alors apparemment, les sommes ont été débloquées, mais les remboursements, eux, n'ont pas encore démarré. Et il nous dit, nous venons de nous rendre compte aujourd'hui qu'aucun des 3 prêts n'avait encore commencé à être amorti, alors que 2 prêts sont débloqués depuis 1 an, le 3e depuis 3 mois. Pourquoi ? Alors, je pense que vous avez dû utiliser une construction, à mon avis, ça doit être pour une construction, s'il y a des prêts qui se débloquent au fur et à mesure. À partir du moment, tant que l'ensemble des prêts ne sont pas décaissés en réalité, vous n'allez pas commencer à rembourser le capital, vous êtes uniquement sur le remboursement des intérêts. C'est qu'à la base, avec votre banque, ils ont dû mettre en place une franchise sur les intérêts, donc ils vont attendre que les 3 prêts soient complètement débloqués pour pouvoir mettre en amortissement. Pour l'instant, vous ne remboursez pas de capital, vous remboursez uniquement des intérêts liés au déblocage. D'accord. Et le fait que là, le 3e ait été débloqué il y a 3 mois, normalement, il devrait y avoir des choses qui se mettent en route. Normalement, ça devrait se mettre en route. Il faudrait revoir votre offre de prêt pour voir s'il y a eu un différé d'amortissement qui avait été mis en place. Il n'y a qu'avec l'offre de prêt qu'on arrivera à se prononcer. Et c'est avantageux ces systèmes, parce que si là, c'est le cas, pendant près d'1 an et demi, ils ont donc payé que des intérêts.
On n'a pas fait avancer le capital, Voilà. c'est pas... Le seul intérêt de faire ça, ça serait de ne pas vouloir cumuler son loyer actuel, si on est en matière de construction, plus le remboursement du prêt à venir. Et effectivement, on a des clients qui de temps en temps nous demandent de décaler entre guillemets le remboursement pour ne pas supporter une double échéance pendant le temps de la construction ou pendant le temps des travaux si on est sur une acquisition dans l'ancien. D'accord. Voilà, Ok. mais ça a un coût, bien sûr. Un coup. Alors, on a pas mal de questions qui nous arrivent sur la renégociation. On le voit, c'est la période, les taux sont bas, les prix immobiliers baissent un petit peu. On a d'abord la question de Tanguy. Bonjour, Monsieur Morel. Est-ce qu'une banque peut refuser de renégocier? Si oui, que faire? Suis-je pieds et mains liés? Alors, votre banque, par nature, n'a pas un intérêt majeur à renégocier votre emprunt immobilier. Et effectivement, il faut mieux souvent s'adresser à la concurrence qui va, donner des meilleures offres. Pourquoi? Parce que votre banque va préférer prendre la pénalité de remboursement anticipé, parce que quand vous soldez un prêt et qu'on voulait le renégocier, il va falloir le solder. Elle va préférer prendre la pénalité et vous dire, faites votre prêt ailleurs, ça sera plus intéressant financièrement pour elle. Sauf à dire que vous avez un niveau d'épargne exceptionnel, que vous êtes un client double ISF, là effectivement votre banque aura intérêt à renégocier votre emprunt. La plupart du temps, c'est un autre établissement bancaire qui va se positionner. D'accord. Donc, Voilà. en fait, il n'y a pas de renégociation avec sa banque. Voilà. Bon, mais là, vous avez expliqué des gens qui étaient Ouais. en ISF, mais Ouais. bon, c'était des profils un Voilà, peu voilà. extrêmes comme vous les définissez. Mais si on a un bon client, que la banque, il y a une bonne relation, elle va quand même essayer de garder son client, non? Elle va souvent vous faire une offre. Elle n'est pas tenue, pour répondre précisément à la question, elle n'est pas obligée. Elle va souvent vous faire une première offre, et cette offre, bien souvent, est moins intéressante que dans un autre établissement bancaire. C'est un peu comme quand vous changez d'abonnement mobile de téléphone. D'accord. En général, votre opérateur d'origine est moins intéressant que le nouvel opérateur. Mais l'offre est quand même plus intéressante que l'ancienne. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc Voilà. après, Quoi c'est qu'il aussi- arrive. Après, c'est une après, c'est un histoire de choix relation. personnel. Voilà, c'est un choix Se personnel. dire, est-ce que je change finalement Voilà. de banque? Voilà. Ok. Maintenant, sur une renégociation, les économies, elles sont tellement importantes. Quand vous gagnez 2 ans sur un prêt, à 1 000 € d'échéance, ça fait 24 000 € gagnés. Voilà, donc en général, la banque du client va, sauf à dire que vous êtes vraiment un très très bon client, elle va pas aller vous faire un cadeau de 24 000 €. D'accord, on continue avec Chloé qui nous dit « Il y a 5 ans, mon mari a contracté un prêt immobilier pour l'achat d'une maison qui est devenue notre habitation principale depuis notre mariage il y a 2 ans. Aujourd'hui, il renégocie un prêt afin d'obtenir de meilleurs taux. Qu'est-ce que cela implique pour moi? Est-ce que je deviens co-empruntrice ?» Alors, s'il a acheté avant le mariage, c'est un bien qui lui appartient à lui. Maintenant, la banque peut tout à fait exiger que vous soyez caution de cet emprunt. C'est tout à fait possible. Elle a la possibilité de le faire. Maintenant, ça va dépendre de votre dossier, ça va dépendre de l'environnement financier de votre mari. D'accord. C'est-à-dire que on pourrait dire presque que son mari peut renégocier tout seul, indépendamment Voilà. du contrat de mariage. Voilà, indépendamment du contrat de mariage, parce que c'était un prêt qui avait été souscrit avant le mariage, voilà, et qui avait été souscrit à son nom seul. Donc, Et la renégociation ne le casse pas, en fait. la renégociation ne le casse pas. Voilà. Sauf Voilà. si, on est dans le cas que vous nous expliquiez il y a 2 Voilà. minutes, la banque refuse, Voilà. il faut aller voir Voilà. une autre banque. Voilà. Et là, à ce moment-là, c'est le couple qui emprunte et va rembourser Voilà. le prêt de... Voilà. Sauf à dire que la nouvelle banque également considère la même chose, mais ça va être la situation financière de monsieur, de voir si tout seul, au vu des critères actuels, il peut bien emprunter cette somme tout seul. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, c'était la deuxième question de Chloé, si elle allait devenir co-empruntrice, elle a plus de chances d'être caution que co-empruntrice. Ouais, plus de chances d'être caution que de co-emprunter. C'est vrai. D'accord. Et les engagements, la différence entre les deux? La même chose en fait sur le fond. Sur le fond, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain monsieur ne pouvait pas payer, la banque pourrait se retourner vers madame pour payer. D'accord. Voilà. Et ça veut dire qu'elle a un droit aussi sur la maison? Alors, elle n'aurait pas le droit sur la maison, sauf à dire effectivement qu'il fasse une modification chez le notaire pour qu'elle soit bénéficiaire de la maison. Mais là, il n'y a qu'un notaire qui pourrait faire un montage pour rendre le bien dans la communauté. D'accord. Voilà. Et si elle venait co-empruntrice, en revanche, vu qu'elle est co-titulaire du prêt, Voilà. elle peut être, du coup, il y a moins besoin d'aller voir le notaire ou il faut quand même aller Il faut quand même aller voir le notaire, c'est le bon conseil. D'accord. Donc voilà, Chloé, les quelques prudences qu'il faut avoir. Question de Valérie. Mon mari et moi avons souscrit un prêt de 20 ans en 2004 à 4,90. Monsieur Morel, pensez-vous que une renégociation est intéressante? Alors, à 4,90, je peux vous répondre oui, sans même regarder votre tableau d'amortissement. En fait, pour renégocier un prêt, il faut qu'il y ait un écart d'1 point entre les taux pratiqués et les taux actuels. D'accord. Sur 20 ans, les taux varient entre 2,70 et 3 selon les profils clients. Donc, il n'y a effectivement aucun problème pour renégocier votre prêt, c'est une évidence, puisqu'il y a un point d'écart. Et en plus, il nous reste
reste 15 ans, donc une durée longue. Voilà. Les prêts qu'il ne faut pas renégocier, c'est les prêts où il n'y a pas cet écart de 1 point ou qui sont sur des durées inférieures à 8 ans. D'accord, donc en fait les périodes courtes, Voilà. et quand vous dites 1 point, c'est vraiment 1 point hors ou avec assurance? C'est 1 point hors assurance, c'est simplement le taux de base qu'on va regarder. Voilà. D'accord. L'assurance va donner en plus, également, on va aller dans la renégociation, on va aller retaper sur l'assurance pour refaire baisser l'assurance si nécessaire. Voilà, oui, parce Voilà. qu'on peut aussi garder son taux initial Voilà. et juste renégocier. On va juste par exemple, renégocier l'assurance. l'assurance qui peut permettre de Voilà. manière... Alors attention sur l'assurance, on peut le faire depuis le dispositif Lagarde. Voilà, donc ça pour tous les prêts qui ont été mis en place après le dispositif Lagarde, on peut renégocier son assurance. Pour les prêts qui ont été mis en place avant le dispositif Lagarde qui a libéralisé l'assurance, il faut vérifier dans ses offres de prêt, est-ce que j'ai la possibilité de renégocier mon assurance. D'accord. Voilà. Et de toute façon, il faut soumettre le contrat, la nouvelle assurance à la banque pour qu'elle valide. Voilà, en fait la banque sera obligée de valider si on est sur des garanties équivalentes à ce qu'ils avaient proposé à l'origine. Si par contre on est sur des garanties différentes, moins complète, elle peut tout à fait refuser. À garantie équivalente, elle n'a pas le droit de refuser. Donc il faut arriver armé au moment où on annonce à la banque, voilà, je change d'assurance. Très bien, nous continuons avec Jean-Phi qui nous dit « Bonjour, depuis 3 ans, je paye un prêt immobilier de 1 350 € chaque mois pour rembourser la somme de 190 000 €, il est précis, sur 15 ans. Mais c'est compliqué de finir les fins de mois, puis-je renégocier et obtenir une mensualité plus faible ?» Alors, en renégociant votre prêt, vous allez avoir 2 options qui vont se présenter à vous. La première option, c'est de réduire la durée, parce que le taux est plus faible actuellement, donc je réduis la durée et je garde la même échéance. Ou, à l'inverse, je baisse mon échéance en gardant la durée que j'ai actuellement. Si vous avez souscrit un prêt sur 15 ans, il vous reste 15 ans, vous pouvez très bien le renégocier sur 15 ans et faire baisser légèrement votre échéance en fonction des taux actuels. D'accord. Donc, et c'est un montage, c'est un montage très simple. D'accord. En fait, et vous préconisez quoi? Voilà. C'est vraiment au cas par cas ou... L'idéal, ça reste quand même de réduire la durée, on réduit le coût. Maintenant, effectivement, mensuellement, on peut avoir du mal à supporter l'échéance et se dire je vais économiser 50, 60 € sur l'échéance. La banque aura énormément de mal, c'est à rallonger la durée. C'est-à-dire que s'il vous reste une durée de 15 ans, elle va avoir du mal à accepter qu'on se mette sur 16 ou 17 ans ou 18 ans. Ça, ils n'aiment pas. Donc en fait, on va jouer sur 2 leviers, on va réduire le taux et on va en profiter pour alléger la mensualité, mais on va rester sur une durée, la durée restante. Voilà, la durée restante en fait. D'accord. Parce que oui, ce que vous dites, c'est qu'elle n'aime pas de revenir à la période initiale. Ils n'aiment pas revenir à la période initiale, mais après, il faut regarder quand même dans son offre de prêt s'il n'a pas la possibilité de moduler son échéance à la baisse. S'il avait négocié à l'origine la possibilité d'augmenter ou de réduire ses échéances, il peut tout à fait demander à la banque de baisser son échéance. En général, c'est de plus ou moins 30%. D'accord. Voilà. Donc, mais c'est classique ou c'est assez... Il faut l'avoir demandé. Voilà. D'accord. Voilà. S'il était passé par exemple par un courtier, normalement le courtier aurait dû vérifier qu'il y ait bien cette option-là. Voilà. Et ça, ces options-là, c'est des surcoûts en termes de taux ou pas? Alors, on ne va pas forcément avoir des surcoûts en termes de taux. Par contre, il y a des options qui vont être payantes. Par exemple, il y en a qui vont nous dire vous voulez moduler votre échéance, vous devez payer une somme d'autant. Maintenant, toutes les banques ne le proposent pas et toutes les banques n'ont pas dans leur gamme produit. D'accord. Alors Christine, elle a contracté un prêt in fine de 164 000 € pour acquérir un studio BBC en Loiselier. Elle nous dit que son prêteur lui a demandé de prendre au moins une assurance vie alimentée chaque mois de montant équivalent au prêt. Elle va prendre donc possession de son studio et elle souhaiterait changer de formule parce qu'elle c'est trop lourd pour elle à la fois de payer le crédit et donc l'assurance vie. Elle demande si c'est possible avec le prêt in fine de demander une caution au crédit logement ou d'hypothéquer leur maison plutôt que d'avoir cette assurance vie. Alors, à partir du moment où vous avez fait un prêt avec des conditions et des obligations, vous êtes obligé de respecter les obligations qui ont été mises en place dans votre prêt à l'origine. La banque n'est pas censée accepter un changement de fonctionnement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est pareil, utiliser la renégociation de prêt et demander à un autre établissement bancaire de racheter ce prêt avec des conditions différentes et un fonctionnement différent. Néanmoins, le principe d'un prêt in fine, je rappelle ce que c'est. Un prêt in fine, j'emprunte une somme de 100 000 € et je ne vais payer que des intérêts. Et à la fin de ce prêt, à la fin des 10 ans ou à la fin des 15 ans, je vais devoir donner le capital à la banque, donc les 100 000 € pour solder ce prêt. Si je n'ai pas mis en place une épargne régulière tous les mois, au bout des 15 ans, je vais avoir une difficulté. Donc la banque, quoi qu'il arrive, que ça soit n'importe quel établissement bancaire, il imposera ses versements en assurance vie tous les mois. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt à changer ce prêt in fine et à le transformer en prêt amortissable classique sur une durée plus longue? Parce que le prêt in fine, il y a une vraie utilité que si on est imposé très fortement. Et il y a beaucoup de gens qui font des prêts in fine en pensant que c'est une solution fiscale, mais c'est une solution fiscale en général qu'on est sur une tranche d'imposition à 30%, ce qui est assez rare.
Oui, parce que là, le rôle Voilà. de l'assurance vie, c'est de préparer à créer le capital que l'on va verser Rembourser. au moment. Voilà. Voilà. Parce que la banque, du coup, elle voit qu'effectivement, il y aura la somme d'argent au moment Au venu, moment T, quoi. voilà. Au moment T, tous les mois, je dois mettre 1000, 1500 euros pour reconstituer le capital pour pouvoir le rembourser à la fin du prêt. D'accord. Donc, seule solution, le transformer en amortissable, rallonger la durée, et ça permettra effectivement d'alléger le remboursement mensuel. Voilà, et c'est peut-être à ce moment-là où elle pourra Demander un crédit logement. ou hypothéquer, Voilà. qui sera la caution du prêt standard. Voilà. Et ensuite, il y aura le loyer qui, a priori, viendra diminuer les mensualités. On va transformer tout en prêt classique, en fait. Voilà, Christine. On continue avec Nico qui nous dit « J'ai vu passer des publicités sur les possibilités d'acheter de l'immobilier à l'étranger. Est-ce possible d'obtenir un prêt pour cela ?» Alors, c'est possible, mais c'est un peu, je dirais, un parcours du combattant, parce que, toutes les banques ne vont pas faire. Ça, c'est la première chose. Derrière, ils vont nous obliger à avoir un apport. C'est une obligation. Voilà. Un apport correspondant aux frais de notaire. Il y a les équivalences, en fait, dans chaque pays, il y a un équivalent de taxe locale. Donc ça, vous serez obligé de l'avoir. Deuxième chose qu'ils vont vous imposer, c'est souvent une garantie en France. Donc ils vont vous dire, vous empruntez 100 000 pour acheter un appartement à Miami ou un riad à Marrakech. Ben, les 100 000 euros, soit vous les avez, vous avez un bien immobilier que vous pouvez mettre en garantie, ou vous avez de l'épargne que vous pouvez mettre en garantie à concours de ce prêt. D'accord. Donc j'emprunte 100 000, je dois avoir 100 000 en France à donner en garantie à la banque. D'accord, c'est plus du coup une facilité de caisse, Voilà. on va dire, pour éviter d'aller puiser un bas de laine, Voilà. plutôt que d'avoir un crédit et on ne dispose pas du Voilà. tout de... Les seuls cas où ça va être plus simple, c'est par exemple je suis frontalier, je suis à la frontière belge ou je suis à la frontière suisse. Là effectivement, les banques vont pouvoir me prêter pour acheter à la frontière parce que je vais acheter pour ma résidence principale. Par contre, si je veux acheter pour une résidence secondaire ou un investissement locatif à l'étranger, obligation soit d'avoir, si j'emprunte 100 000, d'avoir 100 000 en France en épargne ou un immeuble de la valeur équivalente au prêt. D'accord. Voilà. Donc c'est pas très avantageux finalement si on a un projet immobilier à l'étranger. Alors ça peut être avantageux parce qu'en ce moment les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas, donc j'ai tout intérêt à emprunter l'argent et à laisser mon argent placé qui me rapportera plus d'argent que le coût de mon prêt. En ce moment, voilà, il faut mieux faire ça que de payer comptant. Ok. Question de Sophie. Bonjour Monsieur Morel, mon mari et moi avons 25 ans, nous aimerions acheter un appartement de 3 ou 4 pièces. Si mon mari travaille déjà, il touche le SMIC, moi je suis encore étudiante, il me reste encore 2 années. Pouvons-nous espérer obtenir un crédit immobilier ? Alors, on peut acheter, si monsieur travaille et qu'il a un CDI, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que pour vous, pour madame qui est étudiante, on ne prendra pas en compte ses revenus, mais sur les revenus de monsieur, on peut tout à fait acheter sans aucun problème. Voilà, ça va nécessiter une étude et de vérifier la solvabilité et la capacité d'achat de monsieur. Donc on va prendre ses revenus, on va prendre 33% de ses revenus, on va regarder s'il y a des crédits en cours, on va les déduire de cette capacité d'achat et il pourra tout à fait acheter. Par contre, en aucun cas, on pourra prendre en compte vos revenus, même si vous avez un petit job étudiant, même si vous avez des petites sources de revenus liées à droite et à gauche, à des bourses ou autres. D'accord. Alors on a pas mal de questions pour justement l'emprunt à deux. On va démarrer par Thierry qui nous dit bonjour. Je suis en cours de conciliation pour divorcer. Mon ex-épouse et moi souhaitons conserver le crédit tel quel que nous l'avons souscrit. Est-ce que c'est possible ? Pardon. Alors, vous pouvez tout à fait maintenir ce crédit à deux. À partir du moment où vous êtes d'accord de conserver ce bien et donc de conserver cet emprunt à deux, il n'y a aucun problème. Il faudra simplement que ça soit entériné par le juge. La banque n'a pas à s'en mêler. La banque s'en mêlerait uniquement si le juge demandait la liquidation du patrimoine. Donc la liquidation du patrimoine, elle demanderait que chaque bien soit vendu et donc là, un des deux soit rachèterait ou vous seriez obligé de vendre le bien. Mais autrement, la banque n'a pas à se mêler du sujet. D'accord. On a une question de David qui revient justement sur cette histoire d'emprunt à deux. Là, c'est leur propriétaire, parce que David et sa conjointe ont leur logement. Le propriétaire leur propose de racheter, leur dit s'ils sont d'accord pour acheter. Le souci, c'est que David, lui, reprend ses études. Il n'y aura donc que sa conjointe qui aurait des revenus. Est-ce qu'ils peuvent espérer avoir un crédit immobilier ? Alors, même réponse que tout à l'heure. Au final, on sera effectivement sur la capacité d'achat de madame, cette fois-ci, et pas monsieur, de voir si sur les revenus de madame, on a tout à fait la possibilité d'acheter. Si madame est en CDI ou même en intérim depuis plus de 3 ans, on pourra tout à fait envisager l'achat. La seule chose, si on est en CDI, pas besoin d'apport des frais de notaire. Si on est en intérim, il y aura obligatoirement l'apport des frais de notaire qui sera mis dans la balance. D'accord. Mais
Ça veut dire qu'on ne prend pas non plus en compte le fait que dans 1 an, 2 ans, il y aura des revenus supplémentaires. On va les neutraliser en fait. D'accord. On va prendre la situation à l'instant T en fait. D'accord. En réalité, la banque ne fait pas d'hypothèse en se disant tiens monsieur, dans 2 ans, aura un travail. Les seuls cas où on peut faire ce type d'hypothèse-là, par exemple, un jeune médecin qui est interne en médecine, on va se dire oui, effectivement, il lui reste plus que 2 ans, il est déjà actuellement payé par l'hôpital, on va pouvoir commencer un peu à anticiper ses revenus et se dire tiens, au lieu de le mettre à 33%, on va le mettre à 36%. Mais il faut vraiment avoir une perspective, je dirais, d'emploi très importante. Si ce monsieur, par exemple, reprend une école d'infirmière, par exemple, une école d'infirmière, on sait très bien qu'il n'y aura pas de difficulté à retrouver un emploi à la fin de ces 3 ans, là, on va peut-être être un peu plus tolérant sur l'endettement. D'accord. Ce qui veut dire donc c'est là où tout à l'heure vous parliez des prêts où on pouvait moduler les mensualités. C'est donc peut-être ce type d'emprunt qui conviendrait. D'ailleurs, on va démarrer bas et puis dès que le conjoint a un revenu supplémentaire, on augmentera l'échéance pour réduire la durée, ou même de temps en temps on utilise ce qu'on appelle des prêts à palier. C'est-à-dire que je vais avoir une échéance de X de 1 000 € les 5 premières années. On sait qu'à la fin des 5 ans, j'ai un prêt que j'ai fini de rembourser, mon prêt étudiant ou autre chose. Et là, l'échéance va augmenter ensuite après. Et ce qui permet d'augmenter un peu la capacité d'achat à venir. Et c'est pas des montages particuliers, c'est assez fréquent? Alors, c'est des montages qui restent tout ce qui sort du standard, entre guillemets, d'un prêt que je rembourserai une échéance sur une durée X. Ça reste des montages moins habituels pour l'établissement bancaire parce que votre conseiller bancaire, il réalise entre 4 et 8 dossiers de prêt immobilier à l'année. Donc, dès qu'on commence à sortir un peu des sentiers battus, il faut mieux avoir un professionnel expert qui a l'habitude de monter ce genre de choses et qui va pouvoir l'argumenter et l'expliquer. Mais voilà, disons que ça existe, c'est pas quelque chose d'exotique, on va dire. C'est pas rédhibitoire. Voilà. Très bien. On continue avec Irène qui vous dit « Bonjour Monsieur Morel, pouvez-vous me dire si le fait d'être marié est plus avantageux que d'être pacsé ou en union libre pour obtenir un crédit ?» Alors, le fait que vous soyez marié, effectivement, pour n'importe quel banquier, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que les banques utilisent ce qu'on appelle des systèmes de scoring pour autoriser les dossiers. Des codes couleurs, en fait. On dit rouge, rouge on peut pas, vert c'est bien. Et le fait que vous soyez marié, on peut se dire que finalement, vous êtes déjà bien engagé dans la vie, que si jamais il arrive quoi que ce soit un des deux, il n'y aura pas de problème de succession, puisque dans le mariage, tout est calé. À partir du moment où on est pacsé ou en union libre, si on est pacsé, il faut faire un testament. Si on est en union libre, il faut faire un testament. Donc le mariage, oui, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi qu'il arrive pour acheter. D'accord. Alors Sylvie, elle a écouté vos propos de tout à l'heure quand vous avez évoqué la séparation de biens, parce qu'elle vous demande, Monsieur Morel, est-ce que le fait de se marier sous le régime de la séparation de biens permet-il vraiment d'emprunter seul ? Alors, il permet d'emprunter seul, à la condition sine qua non que vos revenus vous permettent d'acheter seul. Mais sans aucun problème, demain vous pouvez très bien aller acheter une voiture, souscrire un prêt pour cette voiture et pas demander à votre mari. Très bien. Il n'y a aucune difficulté. Mais souvent, à un moment donné, en général, ça se croise. Caution, quoi. Ça se croise à partir du moment où on commence à avoir une multitude d'investissements. Je pense à par exemple des gens qui sont en séparation de biens, qui à un moment donné se lancent dans l'investissement locatif. Il y a bien souvent besoin des deux. D'accord. Voilà. Alors on a une question de Émilie qui vous demande comment font les courtiers pour proposer un service gratuit ? Alors, comment ils font pour proposer un service gratuit ? Effectivement, il y a des courtiers qui sont payants, il y a des courtiers qui sont gratuits. Nous, on a fait le choix de cette gratuité. Un courtier, en fait, est payé systématiquement par la banque. Il a le droit en plus de facturer des honoraires aux clients. Il y a des courtiers qui ont décidé de ne pas facturer d'honoraires aux clients et ils vont se rattraper sur le volume qu'ils font en fait en réalité. C'est-à-dire que vous avez une commission versée par les banques banques pour l'analyse du dossier. Quand vous faites un prêt, Tous les courtiers en fait, qu'ils soient payants ou gratuits, sont payés par l'établissement bancaire et en plus ont le droit effectivement de facturer des honoraires aux clients. La plupart effectivement facturent des honoraires aux clients, ça n'enlève rien à la qualité de leurs prestations. Comme ceux qui sont gratuits, ça reste toujours intéressant de passer par un courtier, mais effectivement après c'est des choix différents. Est-ce que veut dire que chaque établissement bancaire paye d'une manière différente le courtier ? Alors, il y a des banques plus généreuses que d'autres ? Non, c'est quasiment du forfaitaire en fait. C'est assez normé, les établissements bancaires sont pas très généreux. On aimerait sûrement qu'ils le soient plus, mais c'est assez normé en fait. On est sur un marché qui est assez cadré et puis qui est en train de se réglementer depuis le 1er janvier avec un grand nombre d'obligations pour créer de la transparence dans la profession. Il faut être immatriculé à l'ORIAS. Il faut être immatriculé à l'ORIAS, il faut ce qu'on appelle le terme barbare être IOBSP, mais c'est surtout pour le consommateur, pour qu'il puisse s'y retrouver, il va devoir signer un mandat avec le courtier. Par exemple, s'il est gratuit, ça doit être bien marqué
sur le mandat gratuit. S'il est payant, ses honoraires doivent bien apparaître sur le mandat. Et autre précaution à bien regarder, il doit avoir la liste de tous les établissements bancaires avec qui il travaille, puisqu'on a des courtiers qui ne travaillent pas avec tous les établissements bancaires, donc ça c'est important. D'accord, elle doit être publique cette liste. Elle doit être publique cette liste sur le mandat, ça doit apparaître. Et également sur le mandat doit apparaître deux autres informations qui sont importantes, c'est son indépendance, est-ce qu'il a un lien avec un établissement financier, par exemple, est-ce que dans le capital de cette société de courtage, est-ce qu'il y a une banque qui le détient, ça peut mettre en cause son indépendance. Il peut y avoir des contrats commerciaux. Voilà, il peut y avoir des contrats commerciaux. Voilà, un volume commercial de plus de 30%, ça doit être indiqué sur ce mandat. Puisque s'il y a un volume d'affaires de plus de 30%, on peut estimer qu'il y a une proximité entre le courtier et l'établissement bancaire qui peut commencer à poser problème. Donc ce mandat doit bien tout récapituler, donc bien vérifier, 1, est-ce qu'il est gratuit, et 2, s'il est payant, à combien il est. À partir du moment où on décide de travailler avec lui, bien vérifier avec les établissements bancaires avec qui il travaille, et ensuite vérifier ses liens de dépendance. D'accord. Voilà. Et ça, quelle que soit la durée du traitement du dossier, c'est-à-dire que le dossier soit traité en une journée ou en une semaine ou en 2 mois. Voilà, tout à fait. Alors, en sachant que la moyenne d'un délai de traitement d'un courtier, c'est à peu près 7 à 10 jours pour avoir l'ensemble des réponses bancaires. D'accord. Voilà. Ce qui est assez rapide. Hein. C'est très rapide. Voilà. C'est très rapide puisque quand vous signez un compromis de vente, vous avez 45 jours 30 à 45 jours pour avoir l'accord de prêt. En moins de 10 jours, le courtier va vous boucler l'opération rapidement. D'accord. Voilà. Et vous préférez intervenir quand la personne sait combien elle a besoin ou pour découvrir le montant dont elle a besoin? Alors l'idéal, c'est effectivement de venir nous voir en amont. Pourquoi? De venir voir le courtier en amont pour qu'il puisse vous déterminer votre capacité d'achat. La plupart du temps, vous allez voir votre banquier pour lui dire je voudrais acheter. Il ne va pas vous optimiser votre achat. Puis surtout, ça va éviter au courtier de jouer au pompier. Votre banquier s'est trompé, il vous a dit que vous pouviez acheter jusque 160 000 € et puis au final vous n'avez pas le droit. Le courtier après va vous dire non c'est pas possible, ou il va devoir trouver une solution magique. Et moralité, en général un courtier n'est pas magicien et il peut pas trouver la solution quand il n'y a pas de solution. Et l'autre avantage, par exemple j'ai été voir ma banque, elle m'impose d'avoir en apport les frais de notaire, le courtier lui va trouver des solutions où on n'aura pas besoin d'avoir en apport les frais de notaire, donc on aura un budget plus important. Très bien, on va finir avec 2 questions. D'abord celle d'Arthur qui vous dit « Bonjour Monsieur Morel, je n'ai que 20 ans et j'ai 22 ans. J'ai l'intention, ou plutôt j'aimerais acheter un appartement. J'ai repéré un programme immobilier intéressant avec un appartement à 100 000 €. Étant en CDD pour le moment avec un apport de 20 000 €, pensez-vous que je puisse décrocher un crédit? Alors, c'est très bien d'acheter jeune, ça c'est la première chose. Plutôt j'achète, on l'évoquait tout à l'heure. Alors, la difficulté, effectivement, ça va être votre CDD. La question, c'est de savoir dans quelle activité vous êtes en CDD. Depuis combien de temps? Si je suis en CDD depuis plus de 3 ans, ça va être comme l'intérim, on va pouvoir commencer à regarder. 22 ans. Voilà. Maintenant, ça me paraît court, effectivement, vu votre âge. La seule solution, ça va être effectivement, vous achetiez avec vos parents qui pourraient se porter caution le temps de votre CDD avant qu'il y ait un CDI derrière. Voilà. Ça pourrait être une solution, mais je dirais que c'est vraiment du cas par cas, c'est votre dossier qui va nous le faire dire. Et même s'il y a un apport qui représente là un 20e. Un 20e. C'est pas votre apport en fait qui va décider à la banque à financer ou pas, ça va être vraiment l'environnement. Est-ce que j'ai des parents qui peuvent se substituer à moi? Est-ce que je suis sur un secteur d'activité où le CDD c'est monnaie courante et finalement j'ai une promesse de CDI de mon employeur dans 4-5 mois? Donc on peut se dire tiens, pendant 4-5 mois les parents sont caution, dans 5 mois il est en CDI, tout va bien. Donc, il faut dire à Arthur qu'il obtienne un CDI très vite, ou alors qu'il voit si ses parents peuvent se porter caution ou une autre personne. Voilà. C'est pas seulement les parents. Alors, c'est souvent les parents qu'on va considérer parce qu'une autre personne, on va avoir moins confiance. D'accord. Le banquier aura moins confiance. Donc, ça va être vraiment les parents. Il faut qu'il y ait un lien fort. Il faut qu'il y ait un lien fort, un lien de parents, un lien fort, un frère, une sœur, des parents. Là, il n'y a pas de souci. Un tiers qui ne serait pas connu, ça serait embêtant. L'idéal, quand même, pour acheter, le sésame, ça reste le CDI. Même finalement, si on peut estimer qu'un CDI, oui, je peux être envoyé, mais la banque, c'est un critère qui lui facilite l'analyse. Très bien, on va finir avec la question de Yann qui vous dit « Bonjour, j'ai obtenu un prêt immobilier pour acheter un appartement en Cellier il y a 3 ans. Monsieur Morel, puis-je renégocier mon prêt sans perdre l'avantage fiscal ?» Alors, vous pouvez tout à fait renégocier votre prêt sans perdre l'avantage fiscal. La seule chose, quand vous avez un prêt immobilier en investissement locatif, vous déduisez des intérêts d'emprunt. Là, vos intérêts d'emprunt, par la force des choses, comme les taux ont baissé, vont être un peu moins importants. Mais en même temps, ce que je ne donne pas à la banque, je ne le donne pas non plus à l'État, donc ça reste dans ma poche quand même. Donc j'ai tout intérêt à renégocier mon prêt également en matière d'investissement locatif. Le vieil adage qui dit sur l'investissement locatif, les intérêts c'est pas grave vu qu'on les déduit, non.
ça reste quand même une charge. Et donc, au contraire, ça peut améliorer le rendement du la placement, rentabilité, bien sûr. Et ça reste la rentabilité, le nerf de guerre sur un investissement locatif. Voilà, donc Yann, n'hésitez pas à renégocier votre prêt pour votre appartement, c'est lié. Merci Eric Morel d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci. On se retrouve très vite sur le plateau de l'internaute.com. Merci à Enzo, Cécile et Yari qui étaient à la technique.